La vie qu'on mène ici, t'as pas vu ce qu'elle était, non? T'as pas compris que des hommes qui acceptaient ça méritaient qu'on leur foute la paix? Non, c'est pas assez. Allez, go. On arrive en force, les gars. La vie qu'on mène. C'est la force, les 5-5. Allez, les gars. Merci pour les abonnements. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Imkus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de La vie qu'on mène, le podcast d'Oniris. Donc déjà je présente aujourd'hui avec Guillaume, mon compère. Bonjour, voilà, c'est le troisième épisode. On remet ça encore une fois. Et aujourd'hui, l'invité du jour, donc c'est Lucas Darmancourt qui nous parlera du débat qu'il y a autour de la nouvelle école vétérinaire privée, c'est ça? Ouais, salut à tous. On va essayer de causer de ça et de voir un peu si vous avez des questions ou des idées sur le sujet. Ouais, on va voir tout ça. Puis on est toujours aussi accompagné de Romain. Bonjour à tous, oui, on repart sur une deuxième actu science de la semaine. Donc, j'espère que la première vous a plu et j'espère que ça vous plaira aussi. Suivi de Moukat. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter l'astuce écolo de la semaine pour changer un peu. Salut tout le monde, moi c'est Sophie, c'est ma première fois ici de vive voix et je vais vous présenter une petite série The Boys d'Amazon que vous allez pouvoir découvrir. Le retour des conseils séries de Sophie. Bon bah on peut commencer du coup directement avec toi Romain et donc avec tes actus scientifiques. Ça marche, donc aujourd'hui on va surtout parler de vaccins et un petit peu d'infos insolites. Donc c'est une merveilleuse nouvelle concernant le virus du sida, puisqu'il se voit grâce aux avancées technologiques dues à la Covid-19 menacé par un vaccin qui vient d'arriver pas sur le marché mais en étude, un vaccin à ARN qui a été testé sur 48 personnes et 97% d'entre eux ont donc synthétiser des anticorps contre le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est une merveilleuse nouvelle et on espère que ce vaccin va continuer parce qu'il a du coup fait la première phase, donc des 3 phases d'études, et donc il a réussi avec succès, donc on espère que ça va continuer, qu'il n'y aura pas trop d'embûches et donc c'est quand même une énorme avancée pour la science et pour cette lutte contre le sida. Et en parlant un petit peu de chiffres au niveau du sida, on estime que le sida touche entre 38 et 45 millions d'êtres humains sur la planète, et que chaque année, 2 millions de personnes se contaminent. Donc c'est quand même pas mal, donc ce serait bien quand même que le vaccin puisse fonctionner dans les prochaines années. Et on va parler donc d'une deuxième maladie, c'est la maladie de Parkinson, puisqu'une équipe de l'Institut Pasteur de Tunis s'apprête à utiliser des potentielles propriétés thérapeutiques des venins de scorpion, donc dans la lutte contre la maladie dégénérative de Parkinson, qui est la seconde maladie dégénérative la plus présente en France, derrière la maladie d'Alzheimer. Donc ils veulent purifier certaines molécules du venin qui seront non toxiques et qui vont présenter des potentielles propriétés inhibitrices des molécules qui sont liées au tremblement de la maladie de Parkinson. Donc voilà, donc pour les noms, alors j'espère que je ne vais pas trop les écorcher, c'est l'équipe d'Inès Elbini-Douib et Hilal Lachouel qui sont donc lancés dans cette étude de vaccin contre la maladie de Parkinson. Ensuite, on va parler d'une petite anecdote qui vous a plu la dernière fois, qui était sur la menthe religieuse. Donc on va continuer là-dessus et j'ai préparé un petit fil rouge sur les prochains podcasts concernant la vie sexuelle des animaux. et donc aujourd'hui, on va parler des manchots adélie, donc qui vivent en Antarctique, et qui eux ont recours à la prostitution, donc en échange de pierres et d'objets pour faire leur nid en fait. Donc les femelles vont voir les hommes et se prostituent pour récupérer des objets pour préparer leur nid quand elles vont mettre bas. Et ensuite, pour pousser le vice encore plus loin, il y a certaines femelles qui font miroiter l'acte sexuel au mâle pour ensuite subtiliser l'objet et s'enfuir avec cet objet. Voilà. Donc elles se laissent pas faire et c'est bien, elles ont bien raison. Après, je vais parler donc de 3 petites anecdotes insolites. Déjà une petite question. Alors pour vous là, si on cumulait tous les virus, donc SARS-CoV-2 sur la planète là en ce moment, dans quel contenant on pourrait les mettre pour vous? Si on les compile tous, on les met ensemble, dans quel contenant? Donc vas-y Kylian. Bah je sais pas, je dirais... c'est quoi, 1 mètre cube à peu près? Tu veux non, pardon, un truc de la vie quotidienne. Un truc connu. Ouais, je sais pas, je vais dire un avion. Un avion, ok. Vous dites quoi à peu près?
Une canette de coca. Une canette de coca. Moi, je dirais une théière. Une théière. Une baignoire. Une baignoire. Ah ouais? Ah ouais, non, j'étais sur un truc beaucoup plus gros. Non, mais du coup, je vais manger. Non, j'en sais rien, une valise. Donc, je sais pas, j'ai Et aucune bah, idée. Lucas, t'as raison, c'est une canette de soda. Ok, Ouais, pas alors mal. puisqu'on en est aux anecdotes scientifiques, c'est le volume d'un éjaculat de porc. Voilà, c'est parfait. Donc, vous prenez le volume d'éjaculat de porc et c'est tous les virus de SARS-CoV-2 donc sur la planète en ce moment. C'est que dalle en fait. Et c'est pas grand chose. Hein. Non, mais si, c'est énorme. Mais Oui, non, mais c'est parce qu'il énorme. faut rappeler- Bah enfin, ouais, la taille du virus, c'est de l'ordre de quoi? C'est des microns donc. Mais je leur souhaitais pas. Ouais, c'est ça, donc ça fait quand même beaucoup. Donc c'est une grosse quantité en fait. Ouais. Mais c'est voilà, ça peut se mettre dans une canette de soda. Donc deuxième info insolite, il y a une nouvelle espèce bactérienne qui a été découverte et dans la station spatiale internationale. Donc c'est une bactérie du groupe des Methylobacterium. Elle a été découverte donc cette semaine. Et du coup en parlant de l'ISS, elle se verra sous la direction d'un Français. Donc pour la prochaine mission, Thomas Pesquet, qui a été nommé directeur. Et donc pour revenir à la bactérie, donc elle a été nommée Methylobacterium ajmali et c'est donc une famille de bactéries qui permet aux végétaux de pousser dans des milieux extrêmes. Donc pourquoi pas l'utiliser dans la conquête spatiale. Et donc en parlant encore de conquête spatiale, la Russie et la Chine s'allient dans le but de créer une station spatiale en orbite ou à la surface, c'est pas encore défini, de la Lune. Voilà, donc ils ont prévu de faire ça, ça a été décrété le 9 mars dernier, et elle visera à promouvoir l'exploration pacifique et l'utilisation de l'espace par toute l'humanité. Voilà, c'est ce qui a été décrété par l'administration spatiale chinoise. Donc voilà, de faire une station spatiale en orbite ou alors sur la Lune. Mais l'intérêt, c'est quoi exactement? C'est de. Ce serait Surveiller la Lune. Ouais, c'est voilà, ça. non, ce serait de créer en fait un espace international pour toute l'humanité dans l'espace. Pour qui veut être accueilli. Voilà, Mais pourquoi du pas. coup, il Créer faut une pas- colonie sur la Lune peut-être. Faut pas un accord international ou un truc comme ça? Ils En peuvent pas tout cas, décider la- à deux pays de s'installer sur Ah la oui. Lune, non? La Russie et la Chine en tout cas, ils veulent le faire et ont décrété Ah qu'ils ouais voulaient le faire, qu'ils allaient le faire. Voilà. Ok. Après, Bonne idée, Russie c'est plus Chine, chinois. ça fait quand même une grosse proportion de l'humanité. C'est vrai qu'ils ont peut-être la majorité Bah, absolue. Voilà. Et donc pour terminer ma petite chronique, je voulais parler d'un truc qui n'est pas vraiment scientifique, mais de ce qui se passe en ce moment à AgroParisTech. Tu me déçois. Je sais pas si, je sais pas si vous avez vu, mais le 15 mars dernier, donc lundi, les étudiants de première année ont décidé de bloquer AgroParisTech Grignon. Donc ils ont à 87%, il me semble, décrété qu'il fallait bloquer Grignon puisque le site donc d'AgroParisTech de première année à Grignon va être revendu à la fin de l'année, donc même pas à la fin de l'année, ici dans quelques jours, et va être vendu potentiellement à des promoteurs immobiliers. Et c'est ça qu'ils regrettent, puisque ça signerait la fin d'un site riche en biodiversité et le berceau de l'agronomie française. Donc les étudiants ne sont pas contre le rachat de ce site, mais plutôt qui est inévitable car un nouveau lieu d'études va être créé quelques kilomètres plus loin du site de Grignon, mais ils sont vraiment contre la destruction de ce bijou du patrimoine français. Ils souhaitent un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, donc Julien Denormandie, et à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire le 18 mars, à 8 jours de l'échéance du rachat du site, l'entrée d'AgroParisTech est toujours tenue par les étudiants, puisque le ministre n'est pas venu les rencontrer. Ah, il est malade, pour la petite anecdote. Il est malade? Ouais. En tout Enfin, il est cas contact, pardon. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, je crois qu'il voulait faire un Zoom, ou en tout cas une visioconférence, mais pour l'instant, aucun rendez-vous n'a été pris. Je leur souhaite bien du courage, mais s'ils arrivent à l'avoir, tant mieux. Parce que c'est vrai que donc ils sont pas du tout contre le rachat de ce site si c'est un rachat dans la conservation de la biodiversité, puisque le site de Grignon c'est quand même un château et un site de 300 hectares il me semble, qui est vraiment très très beau, et qu'il puisse être complètement détruit pour faire des immeubles, de l'immobilier, vraiment ce serait très dommage. Et donc il y a un an, je crois, les étudiants avaient proposé le projet Grignon 2000, donc c'est un rachat participatif d'AgroParisTech qui n'a pas abouti, il me semble, et donc ils souhaitent vraiment rencontrer le ministre pour en discuter, puisque l'échéance est dans quelques jours, et ils voudraient quand même que ce site reste, pas forcément à l'état, mais reste dans l'état. Et je crois qu'en plus à APT ils ont un pôle gestion et études d'écosystème, et qui faisait justement, c'était à Grignon, et qui faisait toutes leurs TP, cas pratiques, etc. Ils étaient justement sur le site, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi attachés à... C'est sûr, ouais, c'est vraiment un bijou de biodiversité, ils veulent le garder. Et après, ils savent très bien que ce site-là ne sera plus utilisé pour AgroParisTech, puisqu'il y a un autre site qui est en construction à quelques kilomètres.
Mais c'est vraiment, ils veulent pas que ce patrimoine français soit détruit. Et... Surtout que c'est en totale contradiction avec le plan d'arrêter l'artificialisation des sols, puisque si c'est vendu et racheté par une société immobilière, c'est complètement en désaccord avec ce principe. Ah, mais si j'y arrive, GG. Hein. Voilà, donc pour l'instant, le site est totalement bloqué, les étudiants ont fermé la porte et gardent cette porte. Ouais, faire à suivre. Ouais. On aura quand même eu notre petite news malgré l'absence de Jocelyn. C'est voilà, je fais la petite news quand C'est bien, même. c'est bien. Super. Et puis, on peut enchaîner aussi sur l'interview de notre très cher invité. On va essayer de tout comprendre déjà parce qu'on a vu beaucoup d'infos passer. C'est pas moi qui vais la mener, c'est Guillaume. Ouais. Puis voilà. On va essayer. Non, mais comme toi, le but c'est vraiment de clarifier cette histoire pour ceux qui ont suivi de près ou de loin. Il y a eu plein d'infos qui ont circulé là-dessus. On peut se perdre un peu partout dans les différents groupes, etc. Donc c'est cool. Donc merci déjà d'avoir accepté de venir. Lucas. Merci de m'avoir invité. Non, c'est cool. Donc tu es en 4A, c'est ça? Ouais, je suis en en 4e année à l'IRIS. Et donc du coup, tu as bien suivi ce débat-là, quoi. Ouais, depuis le début, les étudiants en ont eu connaissance en octobre finalement, donc ça a été très vite, mais on a suivi autant qu'on a pu le sujet. Ok. Du coup, tu peux commencer par expliquer le problème, le truc, pour commencer, pour bien poser les bases déjà. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans la fin de l'année dernière, il y a eu le dépôt d'un amendement à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui portait sur la formation des vétérinaires, qui n'était pas du tout attendu dans cette loi, et qui a été déposé par deux sénateurs, Sophie Primas et un autre sénateur, François Patria, et qui proposait finalement d'ouvrir la formation des vétérinaires en France, qui était jusqu'alors sous le contrôle total de l'État, à des établissements privés de formation. Et ça s'est fait sous l'impulsion d'un organisme de formation qui est Unilassal, une grosse structure quand même, qui a 4 campus en France dans les formations agricoles, et qui là a réussi a priori à atteindre son ambition de former des vétérinaires, une ambition qu'on savait qu'ils avaient déjà depuis très longtemps. Ils avaient fait plusieurs demandes au Premier ministre, etc. Donc c'est arrivé un peu comme un coup de massue, parce qu'on nous avait dit que ça ne serait pas permis par le ministère, et finalement le ministère a entre guillemets retourné sa veste, et tous ceux qui suivaient un peu ça de loin ont été extrêmement surpris et déçus qu'on n'ait pas été associés à cette décision, prévenus en avance, et ça faisait un peu l'effet d'une blitzkrieg, on n'avait pas le temps de réagir, tout a été super vite, et l'amendement a été adopté définitivement en commission mixte paritaire le 17 novembre, alors qu'il a été déposé en octobre. Donc ça a été extrêmement rapide. Donc, voilà un peu le cadre général. Donc le dépôt d'un amendement, alors moi j'y connais rien en loi, le dépôt d'un amendement, ça consiste en quoi exactement? Enfin, ça signe quoi derrière quand on dépose un amendement du coup? C'est quand les parlementaires, en l'occurrence du coup des sénateurs, viennent proposer une modification, un amendement à une loi qui a déjà été proposée, et qui là était déjà passée à l'Assemblée nationale. Et ça permet de modifier le contenu de la loi, et là ça avait une implication majeure parce qu'il n'était pas du tout question des vétérinaires dans ce corpus de texte de loi, et tout d'un coup on modifie de fond en comble la formation des vétérinaires en France avec juste quelques lignes dans un texte de loi qui a priori n'avait pas grand chose à voir. Ouais. Et donc du coup, maintenant il reste encore à débattre cet amendement, c'est ça, à l'Assemblée, ou alors ça a déjà été fait? Non, ça a déjà été fait. En fait, c'est intervenu, comme l'amendement est intervenu à un stade où la loi était déjà très avancée dans le processus parlementaire, elle était déjà passée à l'Assemblée. Elle est repassée en ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires. L'amendement est passé dans ces commissions-là. C'est les commissions mixtes entre du Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et elle a été acceptée par cette commission. Et ensuite, donc, c'est tout le bloc qui est voté finalement par les parlementaires lors du passage de la loi en séance publique. Donc au jour là où on parle, la loi est applicable. passée, et donc du coup Unilassal est en droit d'ouvrir son école privée. Il ne peut pas le faire tant que les décrets d'application n'ont pas été mis en place. Et ça c'est en cours. Et l'ambition du ministère de l'Agriculture, c'est juillet pour la publication des décrets d'application. D'accord. Voilà. Et après, Unilassal avait parlé d'1 à 2 ans avant l'ouverture de l'école. Vu le chantier que c'est, ça sera sans doute plus long, mais ça peut arriver maintenant assez vite quand même.
Pourquoi ils ont voulu créer ça en fait? C'est quoi l'origine de cette modification? Qu'est-ce qui les a motivés à cette 5e école et non privée du coup genre? Donc le gouvernement plutôt, parce qu'il y a des motivations du côté de l'Institut Unilassal, et puis il y en a d'autres qui sont au gouvernement qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le gouvernement, je pense que c'est déjà le fruit d'un intense lobbying. Unilassal ne les a pas lâchés au ministère de l'Agriculture depuis de nombreuses années. Après, il y a des arguments qui sont ceux qu'ils avancent officiellement, et puis il y a des arguments officieux. Ce qui est très net, c'est que l'État se désengage petit à petit de la formation des vétérinaires. Ils nous ont dit qu'ils avaient augmenté de 22% sur 10 ans, à la période 2011-2021, le budget alloué aux écoles nationales pour former des vétérinaires, hors immobilier, etc. Et en fait, le problème, c'est que sur la même période, 2013-2020, ils ont augmenté de 35% les effectifs d'étudiants. Donc ils disent qu'ils ne se désengagent pas, mais au prorata du nombre d'étudiants, il y a moins d'argent. Okay. Voilà. Et bon, après, c'est quelque chose qui ne touche pas que les vétérinaires, on n'est pas non plus si mal lotis que ça, mais c'est quand même ça le nerf de la guerre, cet argent. Et donc Unilassal, ils proposent de former des gens de leur côté et en demandant moins d'argent à l'État. Bon, après, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça peut coûter aussi beaucoup d'argent à l'État, ce dispositif. Parce que cette loi n'est pas passée toute seule. Il y a d'autres dispositions qui ont été votées dans les mois de octobre, novembre, décembre. Donc l'État, ça va quand même coûter cher, mais pas forcément au niveau du ministère de l'Agriculture. Et du coup, les deux sénateurs là, qui ont proposé, c'est des sénateurs, hein, ça je me trompe pas, ouais, qui ont proposé ça à l'origine, quel était leur intérêt en fait? Pourquoi ils ont... Alors François Patria, je ne saurais pas répondre, mais Sophie Prima, c'est une membre du CA, du conseil d'administration de l'école, qui est candidate à ouvrir une formation vétérinaire privée. D'accord, oui. Qui a pas mal fait grogner. C'est un petit peu conflit d'intérêts, etc. Ah ouais, carrément. Donc c'est une ancienne élève de cette école. Okay. C'est cette ambiance-là. Et elle était présidente d'une commission sur les affaires économiques, je crois, au Sénat, et qui a donc porté cet amendement dans le Parlement. Donc voilà, eux ils disent que c'est pas du lobbying et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais Mediapart nous a quand même fait un article, donc si c'était tout à fait net, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils connaissent quand même bien leur boulot. Voilà. Donc tu nous as dit que du coup, a priori, si ça a lieu, et donc pour l'instant c'est donc dans 2-3 ans, ça plus ou moins. À l'école, oui, après la possibilité d'en ouvrir, elle, ça sera juillet de cette année si on n'arrive pas à arrêter la machine. Le coût à peu près par année, ça va se passer comment cette formation du coup privée? Alors, le coût annoncé par Philippe Choquet, le directeur d'Unilassal, c'est 93 000 € pour 6 ans de formation. Eux, leur ambition, c'est le recrutement post-bac, donc même chose que ce qui va se faire à partir de la rentrée prochaine dans les écoles nationales vétérinaires. Et donc 93 000 € de coût de formation pour les étudiants. Donc grosse inégalité dans la sélection, et sélection par l'argent, enfin en tout cas c'est ce que nous on défend, et c'est comme ça qu'on l'a analysé, quoi. Parce que moi, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, j'aurais pas pu devenir vétérinaire à ce prix-là. Et pour tout le monde, ou alors pour les boursiers, il y a des choses qui sont envisagées ou d'autres? Alors comme ils sont enseignement privé, il n'y a pas de bourse au sens où nous on les a avec l'État, mais par contre ils prétendent envisager un système de bourse pour les étudiants les plus modestes. Mais de fait, même si ils arrivent à prendre 10% d'étudiants très modestes, il y aura quand même 90% de gens qui paieront le prix fort, et s'ils ne sont pas capables de les payer, ils ne présenteront pas ce concours-là. Ils iront s'écharper sur les 800 places qui seront bientôt ouvertes, tout concours confondu, pour les écoles publiques. Okay. Et donc du coup, qu'est-ce qui dérange en fait dans le fait qu'on ouvre cette 5e école? Parce qu'a priori, si on regarde un peu naïvement comme ça le tableau, on va vers une période où il y a peut-être manqué de vétérinaires ou autre, et mais on n'est pas beaucoup, quoi, le numérus monte pas trop, donc ça pourrait pas être une si mauvaise idée d'ouvrir une 5e école. Qu'est-ce qui est dérangeant dans cette histoire exactement? Alors du coup, c'est cette histoire de coût et de sélection par l'argent sur un métier qui est quand même très, très en vue. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce boulot-là, et il y a une sélection qui est super violente. Il y a à peu près autant de gens qui veulent être médecins en classe de 3e que de gens qui veulent être véto, et puis le résultat, c'est qu'il y a près de 10 000 places pour être médecin chaque année, et quelques centaines pour être vétérinaire. Donc voilà, la sélection est quand même violente. Donc c'est un peu dommage de faire entrer l'argent dans l'équation. Et puis surtout qu'elle n'est pas parfaite non plus, cette sélection.
Après, il y a une motivation qui est nette, et c'est vrai que c'est l'argument utilisé notamment par le ministère et aussi par Unilassal, là-dessus ils se rejoignent sans problème, c'est le fait que d'après les prévisions, VET Futur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça un peu, ce sera plus de 1000 vétérinaires dont on aurait besoin par an. On n'y est pas avec les écoles publiques, et même avec l'ouverture de la voie post-bac, c'est 806 étudiants qui sortiront des ENPF dans 6 ans, à partir de la rentrée 2021. Parce que 160 de plus dans chaque ENV au total avec la formation post-bac directement. Ok. Donc on n'est pas à 1000, mais avec les gens qui reviennent déjà de l'étranger, l'année passée, même en 2019, il y avait déjà plus de 1000 vétérinaires néo-inscrits à l'ordre. Donc finalement on n'est pas si loin d'atteindre les chiffres des prévisions qu'on nous donne. Après qui sont super fluctuantes, hein. Il y a des chiffres bas à 800 vétérinaires par an, il y en a d'autres à 1000, 1300, 1500. C'est difficile d'estimer les besoins en vétérinaire. Et puis c'est des besoins qui évoluent beaucoup aussi par rapport au nouveau mode de vie que mènent les jeunes praticiens, quoi. Pas bosser 50 heures par semaine, etc. Donc c'est extrêmement complexe sociologiquement. Mais toujours est-il, c'est que nous, on pense que cette histoire de 1000 étudiants, de 1000 nouveaux vétérinaires par an, on va l'atteindre. Et que le risque à long terme, c'est qu'il n'y ait pas une, mais 2, 3, 4, 5 écoles vétérinaires privées. Et qu'on multiplie par 3, 4 le nombre de vétérinaires formés. Parce que la formation des vétérinaires, ça peut être un marché intéressant, même si c'est fait uniquement par des organismes dits à but non lucratif. Et ça va ouvrir, quoi, c'est sûr. Et donc il n'y aura pas qu'une école, comme on le dit. Et donc le risque à terme, c'est à 15-20 ans, mais c'est la paupérisation de la profession. Aujourd'hui, on gagne bien notre vie. Si on est 4 fois plus sur le marché du travail, la pression sur les employeurs, etc., et sur le marché en général, ne va pas être la même du tout. C'est vrai qu'ils avaient d'autres arguments aussi, du fait que beaucoup d'étudiants français partaient se former à l'étranger, qui revenaient après en France. Donc l'ouverture de ces écoles privées en Belgique, il y a Espagne, Portugal, il y a Roumanie aussi. Et ils avaient aussi une autre volonté, c'était de lutter contre la désertification rurale. Et c'est vrai que c'est un peu quand même en désaccord avec le prix annoncé de la formation, qui est une formation donc, qui serait coûteuse, qui pour certaines personnes devrait engendrer un prêt, donc ce qui n'est pas en accord avec le fait d'une profession rurale qui peut payer un petit peu moins qu'une profession de vétérinaire canine par exemple, comme on la connaît. Donc c'est vrai que c'est quand même en désaccord aussi avec ce projet-là. Donc ils veulent lutter contre la désertification rurale, mais en soi, ils font une formation qui est très chère et qui ne va pas forcément cibler les bonnes personnes dans cette lutte contre le manque de véto rural, il me semble. Je ne sais pas si tu es en accord avec ça. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Sur le deuxième point, tu as tout à fait raison. 33 500 € brut, c'est ce qu'on va tous gagner quand on sortira à la convention collective. Ça fait pas tant que ça d'argent, on n'est pas à plaindre, mais faut pas avoir un prêt de 90, 100 000 € à rembourser. Ça, tout le monde le comprendra super bien. Parce que déjà, pour une voiture, on sort vite à des mensualités à 500 € pendant 5 ou 10 ans, donc c'est juste pas gérable. Et après, alors sur un bémol quand même sur l'activité rurale, faut pas pleurer, ça peut être super rentable. Bien sûr, oui. Mais l'activité rurale en zone sous-dense en vétérinaire, si c'est sous-dense, c'est parce que c'est aussi sous-dense en agriculteur souvent ou en exploitation, en animaux d'élevage, etc. C'est aussi ça, faut pas faire les étonner non plus. On dit désertification par les vétérinaires c'est ceux qui partent en dernier. Hein. Parce qu'avant, même les enfants d'agriculteurs, ils restent pas, parce que ces zones-là, c'est des zones sociologiquement, économiquement sinistrées. Et donc, elles n'ont pas d'intérêt pour les vétérinaires ruraux. Bien sûr. Comme pour n'importe qui d'autre. Ça, c'est un point. Et par contre, sur ce point, le ministère de l'Agriculture est super lucide. Hein. C'est vraiment la com d'Unilassal qui fait du lobbying en disant oui, on va vous combler la désertification. En réalité, le ministère sait très bien que c'est faux. D'accord. Après, sur ta première question que j'ai oubliée... C'était sur le fait que beaucoup d'étudiants français partent à l'étranger. C'est ça, ouais. Et ça c'est super important parce que c'est un argument qu'on entend vraiment souvent. Aujourd'hui, les chiffres 2020, l'Atlas 2021 avec les chiffres 2020 n'a pas été publié, mais on sait que c'est 52% de néo-inscrits sur l'année dernière qui étaient diplômés de l'étranger. Moitié de nouveaux inscrits. C'est quand même, c'est pas négligeable, c'est une tendance super importante, quoi. Mais il ne faut pas se fier qu'à ce chiffre-là, il faut le décortiquer.
combien de ces nouveaux inscrits sont français, parce que c'est ça qui pose Oui, bien question. sûr. Oui. Qu'il y ait une liberté d'installation d'autres praticiens européens, qu'ils soient d'origine belge, roumaine ou autre, bah, c'est normal. Il y a des Français qui vont aller s'installer à l'étranger aussi. C'est en fait. On n'a pas la réponse pour 2020, enfin moi je l'ai pas, mais sur 2019 c'était 47% de néo-inscrits venus de diplômés de l'étranger et seulement 44% français diplômés de Ce qui est l'étranger. quand même énorme. C'est énorme. Oui. Le truc c'est, est-ce que faire une école privée ça va régler le problème? C'est ça. Et là la réponse des vétérinaires en colère et de bon sens en fait, c'est que non. Parce que, alors déjà pour deux raisons, les chiffres d'augmentation du nombre d'étudiants français à l'étranger en médecine vétérinaire, c'est multiplication par 2,6 sur les 5 dernières années. D'accord. C'est juste énorme. Et si ça continue, c'est dantesque, ça veut dire qu'on arrive à des proportions dans 10 ans de néo-inscrits diplômés de l'étranger qui sont énormes. Le truc, c'est que pendant cette période-là, 2013, on passe de 120 places par école publique ENV à 140. 2018, on passe de 140 à 160. L'année prochaine, on ouvre encore 160 places, toutes ENV confondues. Mais cette tendance, elle s'est produite sur ce laps de temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la tendance, elle suit l'offre à l'étranger et les gens qui finalement se disent mais le système français nous emmerde, entre guillemets. On a le droit ici. Et qui du coup partent à l'étranger pour ces raisons-là et aussi parce qu'ils ont les moyens, ou se donnent les moyens, parce que c'est pas toujours facile, de payer les frais de scolarité, quoi. Après, Cluj, c'est 30 000 euros, Cluj c'est Roumanie, c'est 30 000 euros par an. Et c'est plus cher pour les Français que pour les Roumains. 30 000 euros par rapport à 93 000, ça peut être intéressant. 30 000 euros pardon, pour les 6 ans, par rapport à 93 000, ça reste intéressant, quoi. C'est 60 000 euros d'économie. Personne crache dessus, quoi, même des gens riches. et c'est ce qui a été confirmé par un sondage qu'on a fait. On a fait un sondage auprès des étudiants, dans des groupes d'étudiants français vétérinaires à l'étranger. Et en fait, c'est 83% qui seraient quand même partis étudier à l'étranger. D'accord. Pour le prix, justement. Pour le prix, notamment, du Universal. Et ceux qui seraient restés là, c'est évidemment pour la commodité, etc. Donc, voilà, c'est juste faux que ça va régler le problème entre guillemets, de la venue de Français diplômés de l'étranger. D'accord. Pour s'inscrire à. Et moi j'ai entendu aussi une chose, alors je sais pas si c'est réel ou que c'est vraiment avancé, mais ce serait à Limoges, ils voudraient faire une école publique vétérinaire. Est-ce que c'est avancé? Est-ce que c'est décrété? Est-ce que c'est... Je sais pas si tu sais quelque chose. Ouais, alors c'est un sujet super polémique, un peu touchy, mais en fait le ministère de l'Agriculture a rien demandé, rien décidé dans ce sens-là. Les directeurs des 4 ONV, ils n'y sont pas favorables a priori. Pour tous les bruits de couloir ou discussions en off qu'on a pu avoir, que ce soit moi, des élus étudiants ou des responsables de la profession à divers niveaux, ils ne sont pas favorables à ça. Et si vous lisez les articles qui sont parus dans la dépêche, je pense que ça se comprend un peu plus ou moins entre les lignes. Parce que, en fait, si c'est 5e école publique, c'est la division par 5 du budget. Bien sûr. En tout cas, c'est leur crainte. C'est ça. C'est pas forcé, mais c'est leur crainte. Il faudrait que l'État suive, bien sûr. Voilà, et c'est pas crédible que l'État dise on va déléguer au privé parce qu'on a pas assez de sous, et le lendemain se réveille en disant on va augmenter le budget dédié aux ENV d'un 5e. Enfin, ça n'a pas de sens. Après, ce projet, il est embryonnaire, c'est surtout de la com, une grosse com qui a été faite par alors Monsieur Rousset, je sais plus, j'ai plus son prénom en tête, qui est président de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. C'était juste après justement l'annonce de l'école privée. Ouais, c'est ça. Et ça a été, il a surfé sur la vague un peu médiatique, enfin pseudo-médiatique dans la profession en tout cas sur le sujet. Et il a été même invité par le président de l'ordre au vœu de l'ordre. D'accord. Ça dure 50 minutes, je suis pas sûr que vous les ayez vus. Mais il y a une petite interview de ce gars-là, et si vous voulez avoir des précisions, je pense il parle un petit peu de son projet, mais c'est quelque chose de super flou. Et en gros, l'idée, ça serait éventuellement de créer une sorte de pôle, éventuellement un style de CHUV, mais pour les animaux de production, un peu comme Alfort a fait en Normandie, à Goustranville, faire un site pour la médecine bovine par exemple. Donc vraiment là pour pallier à la désertification. C'est l'idée. Mais après le problème c'est est-ce que faire étudier les gens dans un trou paumé, ça leur donne envie de rester dans ce trou paumé?
Je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais je suis pas sûr que ce soit la solution à 100%. Et ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, ça coûtera quand même pas mal d'argent à l'État, même si la région a l'air assez volontaire. Sur cette question, je crois que l'Académie vétérinaire de France s'est prononcée et plutôt en faveur d'une augmentation du budget des 4 écoles que en faveur de la création d'une 5e école. D'accord. Voilà. Après, moi, à choisir, j'aurais préféré une 5e école publique que l'ouverture au privé. Bien sûr. Mais c'est la comprendre. Ouais. J'ai une petite question qui n'a pas forcément trop de rapport avec ce dont on parle, mais quand même, la désertification des zones rurales par les vétérinaires, ça a été avancé, d'y pallier via la prépa intégrée qui va se faire l'année prochaine. C'est un des arguments, notamment pour faire ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un s'est penché là-dessus, il y a des chiffres ou juste un avis particulier à donner. Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Bah, c'est vrai qu'avec cette, donc c'est la passe ENV, ouais. c'est comme ça que ça va s'appeler. C'est une sélection qui est beaucoup moins basée sur les connaissances en matière scientifique, comme on a pu l'avoir en prépa, par exemple. Et c'est plus sur le lien qu'a l'étudiant sur le monde vétérinaire, sur le monde animal. Donc peut-être que ça peut orienter sur des profils plutôt ruraux que des profils canins dans des cliniques vétérinaires comme on le conçoit tous les jours, en fait. Donc je pense que ça peut aider. Ça peut pas pallier, je pense, mais ça peut aider. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Okay. Et après, du coup, là, sur cette question, c'est vrai qu'on a eu une présentation récemment, je ne sais pas si tu y étais aussi, du coup, par le chargé de projet sur cette question, qui est Marc Bonny, l'ancien directeur général adjoint de l'école. Est-ce que ça va solutionner le problème? Je pense qu'ils ont mis en place un certain nombre de trucs pour que ça permette de diversifier réellement le recrutement. Moi, j'avais un peu peur que ça favorise quand même vachement les étudiants des super lycées parisiens. Bon, on verra, hein, les chiffres nous diront l'année prochaine si on a eu tort ou pas. J'espère que j'ai eu tort. Ce qui est sûr, c'est que c'était un gros projet du ministère de l'Agriculture et de la DGER DGER, c'est Direction Générale d'Enseignement. C'est ceux qui, pour le ministre, gèrent les écoles vétérinaires et agro notamment. Et c'était un gros projet pour eux pour lutter contre cette histoire de désertification, contre le problème des gens qui aussi quittent la profession vétérinaire, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, mais il y a aussi des gens qu'on perd en cours de route, et c'est dommage. Et donc en essayant d'avoir un recrutement sur des profils un peu différents, et peut-être qu'on a plus de chances de conserver après. Le problème, c'est qu'on n'a même pas ouvert ces places-là, que déjà on nous pond une autre solution, avant même qu'on ait évalué l'efficacité de la première mesure. Bien sûr. Donc ça, c'est un truc, nous, ça nous a un peu énervé, on se dit, mais à quoi bon? Parce que c'est quelque chose quand même qui n'est pas simple à mettre en place pour les ENV. 160 étudiants, vous connaissez le sujet des cours en distanciel et tout, je sais pas ce que ça vous fait, mais bon, les amphis vont être bien pleins, quoi. Moi je les connais. Ouais, déjà nous on n'avait plus la place, on n'avait pas la première année dans les amphis, on n'avait pas la place. Voilà. Après je pense qu'on a une équipe de direction là qui est quand même bien et qui va nous mettre ça en place du mieux qu'ils pourront, mais c'est un gros challenge pour eux. Et donc mettre les écoles publiques face à ce challenge, si en parallèle ça n'évite même pas l'ouverture d'écoles privées, c'est un peu bizarre. Et puis nous, à la réunion d'information il y a un an, Marc Bonny m'avait dit de toute façon arrêtez de critiquer ma mesure, parce que moi j'émettais pas mal de réserves quand même. Et sinon vous aurez les écoles vétérinaires privées à Amiens. Alors à l'époque c'était Amiens, Unilassal voulait s'installer à Amiens, sous la présidence Hollande. Et maintenant c'est Rouen, mais c'est toujours les mêmes porteurs de projet, et on l'a eu quand même. C'est sans voir l'efficacité du projet de l'État des écoles nationales françaises. C'est ça. ENVF, faut dire maintenant. C'est label déposé et tout. C'est quoi c'est quoi leurs arguments à Unilassal pour dire qu'avec leur formation, ça va plus être des vétos ruraux qui vont former? La communication qu'ils mettent dedans, c'est laquelle? La communication qu'ils mettent là-dessus, elle n'est pas complètement dénuée d'intérêt, mais à mon avis, c'est un petit peu du foutage de gueule, pour rester poli. Ils nous disent qu'ils ont beaucoup de jeunes issus du monde rural. Et du coup, sous-entendu, ils sortiront beaucoup de vétérinaires qui voudront s'installer en zone rurale. À 93 000 €, je ne sais pas quel genre d'agriculteur met ses enfants dans ces écoles-là, mais céréalier de la Beauce, c'est pas éleveur de vaches dans le Cantal, ou même en Bretagne. Un laitier, il ne dégage pas de quoi payer ce genre d'études à ses enfants. Qui ils vont mettre dans ces écoles, je ne sais pas du coup. Ils disent 22%, je crois, de mémoire d'étudiants issus du monde agricole.
Est-ce que c'est les jeunes du monde agricole qui fournissent le plus de vétérinaires ruraux? C'est un pari. Après, nous, on pense que ils seront contraints par leurs emprunts, si c'est vraiment des jeunes du monde rural et qu'ils n'iront pas exercer dans des zones sous-denses en vétérinaire. Après, donc ils disent 22% de jeunes du monde agricole, admettons. Après, moi j'ai regardé d'autres chiffres qui disent que l'enseignement supérieur privé, c'est seulement, je crois, 22,5% de boursiers. Dans l'enseignement supérieur public, c'est 40,3%. On a un beau delta. Et les ENV, c'est pas la panacée, mais on est quand même à 30% d'étudiants boursiers. Donc on n'est pas tous que des fils de riches. Et puis c'est pas un tort non plus pour ceux qui le sont. Dans les écoles qui ont des frais de scolarité comparables à ceux qu'aura Unilassal, HEC Paris par exemple, et toutes les écoles de commerce, c'est 12,7% de boursiers. Donc moi je dis pari risqué. On verra après la réalité des prix, Mais alors, quand ils disent qu'ils auront 22% d'élèves issus de quoi, enfin du monde agricole, ouais. D'où ils sortent leurs chiffres déjà? Comment ils font quoi, des études sur le terrain? Alors ils pensent, non mais leur pari c'est que ça sera la même chose que dans leurs écoles d'agro. Sauf que ce qui n'a rien à voir, sauf que leurs écoles d'agro ne sont déjà pas au même prix, ne forment pas au même métier non plus. Ingénieur agronome, même s'ils ont l'air de le croire, c'est pas vétérinaire, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est un peu surprenant, et c'est des affaires de com, quoi. Vraiment, c'est à qui dira qu'il formera le plus de vétos ruraux pour faire plaisir aux sénateurs, qui sont des élus des territoires quand même, indirectement. Donc voilà, c'est compliqué, ça a été leur argument massu, mais pour autant, apparemment c'est faux. Même les spécialistes du ministère, ils n'y croient pas spécialement, et c'est pas leur sujet finalement. Le sujet du ministère, c'est de dire, moi j'ai de plus en plus de vétos. En gros, le ministère de l'Agriculture finance la formation de gens qui essentiellement vont faire de la médecine canine, donc ils veulent se débarrasser de la formation des vétérinaires. Sauf que vétérinaire, c'est aussi serviteur de l'État, et pas seulement les vétérinaires ruraux. Les canins, quand vous évitez que quelqu'un attrape la rage, ou quand vous faites une surveillance mordeur et que vous évitez un protocole post-exposition, de mémoire, on a une conférence là-dessus, c'est 1 800 € un protocole post-exposition, et c'est la Sécu qui paye. Donc le vétérinaire, il coûte cher dans sa formation, mais il ne faut pas juste passer notre temps à demander pardon. On n'a pas choisi de faire de la médecine parce que ça coûtait cher à financer et à faire. C'est un fait, c'est une vocation, et on forme bien les médecins sans leur demander de tout rembourser après. Bien sûr. Mais du coup, alors là, ça a été voté, accepté. Est-ce que pour Vétérinaires en colère, il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou est-ce que c'est mort et c'est comme ça que ça va se passer, quoi? Je te remercie de ta question, c'est super important. Et alors déjà, c'est super cool pour ça de m'avoir invité, parce que ça permet de parler du truc, et puis ça vous permet aussi de mieux vous approprier le sujet, enfin j'espère, et que les étudiants se sentent concernés, impliqués, etc. Vétérinaires en colère, est-ce qu'on a de l'espoir de faire changer les choses? En fait, ça dépend de vous. C'est-à-dire que c'est clair que la loi étant passée, c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, en 1 mois, 3 semaines, on pouvait difficilement éviter que la loi passe et mobiliser les gens. En plein confinement en plus. Alors, comment... voilà, c'est pour ça que je disais que discrète législative, ils n'ont pas aidé de main morte, ils ont fait tout pour qu'on n'ait pas le temps de réagir. C'est vrai qu'on était confinés. Même le SNVL s'est dit choqué, je crois. J'ai lu ça dans la dépêche, j'ai relu ça dans la dépêche, ils étaient choqués. Pourtant, le SNVL, c'est pas les plus durs là-dessus, mais ils n'ont quand même pas apprécié d'apprendre ça quasiment par mois de presse, etc. Est-ce qu'on peut empêcher la publication des décrets, en fait? C'est la seule question qui reste. Ça dépend si on arrive à bouger assez. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour faire monter la mobilisation. On est passé de 1000 inscrits en décembre, je crois, à 3100 inscrits sur le groupe Facebook. On interagit avec pas mal de gens. Vous nous proposez ce podcast et tout. J'espère qu'il y aura plein d'initiatives de ce genre-là dans les autres écoles. Des conférences, des trucs, on est disponible pour ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet hier, je crois, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. On l'a pas vu encore. Allez sur étudiants Veto France et faites remonter ma publication dans les tendances, s'il vous plaît. Parce que... On y va mettre un like. Ouais. Et voilà, donc en fait, il faut que les étudiants s'emparent du sujet, que les vétos de terrain aussi, on aimerait bien qu'ils s'emparent du sujet, parce qu'on sait que tout ce petit monde-là, que ce soit les étudiants ou les vétos de terrain, ils ont une vie riche en général en émotions et en boulot.
Mais c'est vraiment un sujet important, et ce qu'il faut bien voir, c'est que même si les écoles privées, elles arrivent à s'ouvrir, il y aura d'autres tentatives de ce genre par la suite. C'est un secteur qui fait de l'argent. À partir du moment où on fait de l'argent, faut pas croire qu'on fait de la médecine et que du coup on est protégé. Les financiers, les gens qui investissent, les grosses boîtes, et puis certains vétos qui ont la bosse du commerce, etc., bah, ils sont là pour faire des sociétés, faire du pognon, ce qui peut être bien aussi en un sens. Hein. C'est pas que du mauvais, mais il faudra s'en méfier parce que sinon on va nous passer ce genre de voie. Et puis là, c'est des organismes à but non lucratif. Dans 20 ans, ça sera des organismes à but lucratif. Voilà. Il y a de gros sujets sur notre profession. Il ne faut pas juste croire qu'on va pouvoir faire de la médecine tranquille en disant qu'on ne s'intéresse pas à la politique. La politique, c'est comment on organise la vie en commun. Notre profession, c'est un commun, qu'on le veuille ou non, même si certains disent qu'on est un peu individualiste. Et si on ne veut pas qu'il se passe tout et n'importe quoi et qu'une poignée de gens décident à notre place, il faut que les gens s'emparent des sujets politiques. Parce qu'on a tous un but dans notre exercice, on a tous des trucs qui nous font vibrer. Même si c'est pas la politique a un impact là-dessus. Et voilà, alors j'ai une phrase quand même pour vous sur les dangers, c'est pas pour vous faire peur. Hein. Mais dans la dépêche, il y a quand même un ancien président du SNVEL. Donc c'est le seul syndicat jusqu'alors, et ça nous a posé pas mal de problèmes, qui a interagit vraiment avec le ministère pour porter la voix des vétérinaires libéraux en tout cas. Il y a d'autres syndicats, j'espère qu'ils m'en voudront pas parce qu'ils font un bon boulot en plus, notamment les syndicats d'enseignants. Mais eux, ils ont un gros poids dans la profession et dans ses évolutions. Et il y a un ancien président donc, qui disait les structures de petite taille ne seront pas forcément condamnées à disparaître. Diversifier leur offre en faisant des écoles du chiot, du toilettage, c'est motivant pour l'ensemble du personnel et ça leur permettra de survivre. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas exactement mot pour mot ce qu'il disait, mais voilà, il proposait vraiment école du chiot, toilettage. J'ai noté. Je sais pas si ça vous fait vibrer, vous. Moi, ça me fait un peu peur. On n'a pas signé pour ça, on va dire. Voilà, donc est-ce que l'alternative c'est d'un côté financiarisation à l'extrême ou toilettage? J'espère qu'on va pouvoir trouver un juste milieu et clairement, on ne prend pas le chemin du juste milieu. Voilà, on nous dit que les participations financières c'est limité à moins de 50% du capital, etc. C'est super compliqué, il y a déjà des contournements qui sont mis en place et il y a des grosses chaînes de cliniques vétérinaires. Vous connaissez le groupe Mars, oui, qui vend Royal Canin, Pédigré, tout ça. Ils ouvrent des cliniques en France, de plus en plus, il y en a 9 je crois de mémoire. En Europe c'est 350 cliniques, 2800 vétérinaires. Il faut continuer, hein. Donc ça dépend si c'est le modèle de... Alors ça peut être un modèle d'exercice intéressant pour les gens, c'est sûr c'est du confort de vie, il y a quelqu'un qui gère tout l'administratif à votre place, vous faites 35 heures, repos de garde, vous êtes payé cadre pour l'instant, voilà c'est bien. Le jour où il y a une majorité de cliniques vétérinaires qui sont détenues par ce genre de chaîne et où il y a 2 fois de plus de vétérinaires qu'il n'en faut parce qu'il en revient toujours de l'étranger et qu'il y a 4 écoles véto privées qui se sont ouvertes entre temps, pour négocier les salaires, ce sera peut-être pas la même. Et à ce moment-là, on regrettera peut-être le plein emploi des années 90 et de ces années qu'on vit en ce moment. Pour les patrons, c'est pas facile, mais pour tous les gens qui sortent d'école, on est tous sûrs d'avoir un boulot, quoi. Donc voilà, c'est des choix pour l'horizon de la profession. Il faut se dire que les gens qui font ces choix actuellement, c'est pas forcément des gens qui sont là que pour faire de la médecine tranquille dans leur coin et avoir une vie de famille. Ils sont là aussi pour faire du business, certains, pas tous, hein, mais certains. Et je pense qu'il faut que tous, on s'empare de ces questions-là. À mon avis, c'est super important. Et donc, concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire, des personnes qui vont nous écouter là, et qui ont été convaincus par le problème, quoi, que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire, pour faire avancer les choses? Alors déjà, nous montrer votre soutien parce qu'on fait un boulot de fou. Et Marie Cauchois, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la présidente du bureau, elle bosse comme une tarée pour ce truc-là. On n'y a aucun intérêt personnel, hein. C'est juste voilà, quand on fait des trucs qui nous tiennent à cœur. Et donc montrer que vous nous soutenez en allant sur la page Facebook, et pas juste pour nous, pour notre orgueil, hein. C'est parce que quand on va voir le ministère, ils nous disent ah oui mais vous n'êtes pas nombreux quand même, alors soyez gentils, taisez-vous et lâchez-nous les basques. Si demain on leur dit qu'on n'est plus 3000 mais 6000, déjà notre voix elle compte, quoi, parce que 6000 c'est même pas le nombre d'adhérents qu'il y a au SNVEL. Donc chacun a un poids, il est vraiment important, il ne faut pas le négliger, on n'est pas une profession super nombreuse, donc ça peut aller super vite, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être d'organiser des mobilisations. Voilà, je laisse ça en suspens. Mais on pense
à certaines choses. Ok. Voilà. Et ça viendra sans doute bientôt. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'impression que ça peut prendre aussi. Il faut que c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'impression que vous soyez derrière nous parce que c'est pas juste l'affaire d'un like, même sur une page Facebook. Il faut que vous vous empariez du sujet. Et c'est pour ça que monter ce genre de podcast, on se dit ouais, c'est cool, ça intéresse les gens. Et si à Lyon, demain, on me dit ouais, on fait une conférence et tout, je serais super content. Si il y a déjà eu des réunions d'information et tout fait par des élus là-bas. Mais il faut continuer, quoi. Il faut que des gens s'emparent du sujet et disent tiens, on monte une soirée conférence, une soirée débat avec des acteurs là-dessus. Voilà, la dernière table ronde avec tous les acteurs, c'était 27 novembre de mémoire, en midi en plus. Alors, il n'y avait pas grand monde. Et puis il y avait tous les acteurs, mais il n'y avait pas forcément des étudiants en nombre, etc. C'est compliqué en plus d'y accéder. Je sais pas si c'est celle-là, mais je Ouais, sais que moi je me suis fait avoir, fallait s'inscrire 3 jours avant, etc. Ouais, c'était sur Wizbet, etc. Voilà. C'était compliqué. Nous, on n'avait même pas de représentants étudiants, etc., même parmi les élus. Donc c'était un sacré truc. Mais après, c'était bien, c'était une bonne initiative aussi de leur part. Mais voilà, on s'était un petit peu écharpé avec le directeur de l'Universal, donc on a fait un peu de sport. Mais là, depuis, le projet a quand même vachement avancé, quoi. La loi elle est passée en décembre, c'est officiel maintenant. Donc si on veut avoir une chance de faire bouger les choses, il faut vraiment du dur, du concret. Et donc si ça monte en puissance avec plein de petits événements, ce sera chouette. Ok, donc le message à retenir, c'est aller liker la page Facebook Vétérinaire en colère, c'est ça? C'est ça. Pas de bêtises, qu'on mettra sans doute en description, en lien pour y aller, quoi. Et puis déjà, si on va tous faire ça et qu'on suit un peu. C'est un premier pas, mais il faut aller plus loin. Ouais, évidemment. Faut faire des conférences, des débats, nous interpeller, faire remonter les questions, si on a après cette interview ou d'autres. Il y a une adresse mail sur la dernière vidéo. Voilà. Faut pas hésiter. On est là pour ça, on se remet en question aussi, on fait des erreurs de com, enfin on est comme tout le monde. On est des humains, donc voilà, faut pas hésiter. Bon, en tout cas, on a tout compris. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tout compris. C'était quand même assez flou de base. Ouais, ça m'a éclairci les idées, donc c'est top. Merci beaucoup. Non, merci de votre invitation. Quel orateur. Quelle prestance. Je suis pas sûr, mais bon. Du coup, ouais, on peut enchaîner avec la petite astuce écolo de Moukouk. Allez, bon, on change totalement de sujet, hein. Là, ça va pas être pareil. Aujourd'hui, on parle ménage, donc voilà, rien à voir. Mais comme vous le savez, le domaine du ménage et de l'hygiène de maison, ça représente énormément de déchets, donc avec des emballages, des bidons vides, voilà. Des produits qui sont très nocifs, que ce soit pour l'environnement ou pour notre santé. La plupart des solvants sont très volatiles, irritants pour les yeux, les mains, le système digestif, si on en boit. Et voilà, bon, ça peut arriver. Et notamment, on les reconnaît bien ces produits parce que c'est les bouteilles où il y a tous les pictogrammes de têtes de mort et de poissons crevés, donc c'est assez marquant. Et ça représente également un coût non négligeable à l'année. Et donc j'ai vu des chiffres où pour une famille par exemple de 4 personnes qui fait un ménage hebdomadaire correct, donc je sais pas si ça vous parle, le ménage hebdomadaire. Voilà. Biannuel peut-être. C'est pas le même prix. On dira rien. Et voilà, donc pour ce type de ménage, qui est pas non plus choquant, ça représente 300 € par an. Donc c'est pas négligeable. Et en fait, on peut baisser ce prix de moitié de façon simple et éco-responsable. Comment? Je vais vous le dire. Notamment en fabriquant soi-même ces produits de ménage, sans qu'on ait besoin d'un bac+5 en chimie, même si on a tous des connaissances très poussées en chimie. Donc je vous fais une petite liste d'ingrédients un peu indispensables à avoir chez soi et facilement retrouvables au Super U, j'ai vérifié. Notamment, la star un peu, sans doute vous avez entendu parler, c'est le bicarbonate de soude. Donc c'est un produit qui est non toxique ni pour l'environnement ni pour la santé. Mais l'ingestion massive est quand même déconseillée, voilà, et qui a plein de propriétés intéressantes comme des propriétés anticalcaires, adoucissants pour le linge, fongicides, insecticides, dégraissants, neutralisants d'odeur, enfin, plutôt pratique. On a également le savon noir liquide, qui a également des propriétés dégraissantes, détachantes, désinfectantes, le vinaigre blanc, qui est facile à trouver également en grande surface, et le savon de Marseille, en copeaux, plus pratique pour faire les recettes que je vais vous indiquer après. Donc voilà, tout ça, j'ai regardé un peu les prix, c'est pas cher et ça revient à moins cher que si on achetait des bouteilles de
tout prêt dans le commerce. Vous pouvez également acheter des huiles essentielles, c'est surtout pour l'odeur et ça a également des propriétés intéressantes, antiseptiques, etc. Donc là, je vais vous donner 3 recettes simples dans l'ordre de difficulté croissante, donc accrochez-vous, pour 3 nettoyants de maison. Donc au début, je commence avec le nettoyant sol, cuisine, salle de bain, donc idéal pour les lendemains de soirée. Il y a besoin d'1 litre d'eau, un demi-litre de vinaigre blanc et entre 20 et 30 gouttes d'huile essentielle. C'est un peu beaucoup en huile essentielle, mais ça sent très bon. La recette, on mélange tout, c'est prêt. On commence au niveau 1 de la recette. Ça va. Bon, Donc jusqu'ici, ça va. Ensuite, il y a un nettoyant pour les fours et les plaques de cuisson. Donc spécial plaque électrique de résidence étudiante comme Ace Facile. Très très incrusté. Je vais noter celle-là. On connaît ça. Il y a besoin de 2 doses de bicarbonate pour 1 dose de vinaigre blanc. Il faut réaliser une pâte molle mais pas liquide et l'étaler sur la surface à laver. On laisse agir 20 minutes et ensuite on nettoie l'éponge. Donc encore une fois, c'est pas hyper compliqué. Et enfin une recette de lessive maison. Je pensais aux poulots qui finissent leur semaine de dissection, qui en auront bien besoin, je pense. Pour ça, il y a besoin d'1 litre d'eau, d'une cuillère à soupe de cristaux de soude, qui sont également trouvables à Superpied, 20 g de savon de Marseille en paillettes, 20 g de savon noir liquide et quelques gouttes d'huile essentielle, tout chaud. Donc pour 1 litre de lessive, il faut mettre tous les ingrédients, sauf les huiles essentielles, dans une casserole. On fait bouillir, ensuite on verse la préparation lorsqu'elle est tiède dans une bouteille de lessive et après il faut secouer avant chaque utilisation et verser l'équivalent d'un petit verre sur le linge directement. C'est pas trop compliqué non plus, mais c'était ma difficulté maximum que j'ai. Si on sait faire cuire des pâtes, normalement ça va. Normalement, ça va. C'est bon. Ça marche bien en plus. Bah, je pense. Je pratique déjà. J'ai pas encore testé, mais De toute façon, on essaiera de mettre soit un format PDF ou un truc comme ça pour Ouais. donner les recettes. ouais, je pourrais remettre les recettes avec les ingrédients, Une même les vidéo dans prix. laquelle tu fais. Alors, Tu savais pas quoi faire ce week-end. bah, je me demandais et enfin, c'est tout trouvé finalement. Voilà. Non, mais oui, mettra un truc. Donc voilà. N'hésitez pas à tester, à nous envoyer les vidéos des échecs. Ouais, Il y en a. j'avoue, C'est une c'est super idée ça, ouais. Mettez en commentaire pour le référencement. Je code de dissection, Ouais, les tâches qui exactement. partent pas. Exactement. Ouais, j'avoue, il faudrait. Envoyez-nous vos essais. Bah ouais, on À la va limite, au voir compte ça. Insta ou un truc comme ça, et puis on repartage les échecs. On partage avec les bières, Ouais, c'est super drôle. C'est une très très bonne idée. Super challenge lancé. Bon bah merci pour cette petite astuce écolo de la semaine qu'on va essayer de suivre. Et puis du coup Sophie, c'est à toi pour le Ouais. conseil série. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter la série The Boys. Donc c'est une série Amazon Prime. Sponsor de ce Ouais. podcast. Oui, c'est vrai. Sponsor- Faut qu'on les appelle. Ah ouais. Ouais, donc 2 saisons seulement à voir, donc c'est court, ça se regarde hyper bien, c'est très prenant, et c'est une série de super-héros. Alors, elle est un peu particulière, une ambiance très dark, irrévérente, vraiment, c'est pas du Marvel ou du DC Comics, c'est un peu, ouais, les super-héros un peu méchants, quoi, qu'on pourrait s'imaginer dans notre vie quotidienne. Donc les super-héros, ils font partie du décor, donc c'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est vraiment les nouvelles célébrités, quoi. Il y en a dans chaque ville aux États-Unis qui protègent un peu la ville, voilà. Et, mais c'est aussi des petits placements de produits sur Instagram, des grandes affiches de pub où c'est les super-héros vraiment qui portent les marques, etc. Donc vraiment ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avec les célébrités. On suit plusieurs personnages là-dedans, donc notamment le groupe des 7 qui sont les plus célèbres des super-héros aux États-Unis, avec leur chef, une version de Superman qui s'appelle Homelander. On suit aussi une toute petite nouvelle qui arrive dans les 7 et qui elle est très innocente, qui voit le monde, elle veut changer le monde avec ses super pouvoirs, elle veut aider les gens. Elle se rend vite compte que c'est pas le but des 7 et c'est assez marrant à voir vraiment le contraste en fait entre les gens qui arrivent dans le monde des super-héros et ceux qui sont établis et qui sont vraiment pas très cool, vous verrez.
Donc dès le premier épisode, on se rend compte que les super-héros, ils sont pas très sympas. Quand la fiancée du personnage principal, Yui, se fait littéralement exploser par un des 7 qui court très vite comme Flash et qui lui rentre dedans. Voilà. Un accident de la route. Faut pas avoir peur des trucs gore, hein, c'est pas très beau. Donc du coup, l'entreprise qui s'occupe des super, ils appellent ça les super, donc des super aux États-Unis, essaie d'enterrer l'histoire à coups de gros chèques et de contrats de confidentialité. Et du coup, Huey, il va s'associer à un agent de la CIA pour essayer un peu de voir un peu quelles sont les dérives de ce système-là et d'enquêter un peu. Et donc leur groupe qu'ils vont former, ça sera The Boys. Et ça va vraiment être ces gens qui sont normaux et qui n'ont pas de super pouvoir, qui vont essayer de s'attaquer à une très grosse multinationale qui forme des super-héros. Voilà, donc c'est hyper prenant comme série. Je trouve ça vachement réaliste sur ce que ça pourrait donner des super-héros dans notre monde d'aujourd'hui. Et voilà, je trouve ça super cool. Donc allez checker ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Ah, super. Ça a l'air cool. Donc avec les 2 saisons, c'est terminé, il n'y a pas de saison supplémentaire. Alors non, je pense que ça va continuer encore là. La D'accord. saison 2 est sortie il y a quelques mois. Donc ils ont l'air bien lancés, ça marche hyper bien aux États-Unis. Et on comprend pourquoi quand on regarde la série. Donc vraiment, ouais, je pense que c'est un truc à suivre, ça va bien monter, donc allez-y. Ouais, bah, bien à voir, ouais. Et en gros, du coup, si on résume, c'est une armée de gentils contre une armée de Nabila qui ont fumé de la kryptonite. C'est ça, c'est ça. Et franchement... Très bien résumé, hein, Et vraiment. dit comme ça, c'est encore plus drôle. C'est totalement ça. Les super-héros, ils sont hyper barges. Genre, tu sens vraiment qu'il y a un truc qui va pas avec eux, quoi. Ok. C'est... Enfin, mentalement, ça va pas. Il y en a un, il boit du lait au sein d'une femme. Enfin, Ouais, c'est oui. des trucs... C'est qui l'a pas Vraiment, réglé. ça va pas. Et à côté de ça, c'est les super-héros que tout le monde admire. Ouais, Trop cool. c'est assez marrant à voir. Bon. Et puis on rappelle que sur Prime Video, quand vous êtes étudiant, il y a 3 mois gratuits, donc n'hésitez pas à aller voir, aller tester ça. Et avec Ouais, le code, bien oublié un et peu. le code promo podcast Oneris, Inch'Allah, un jour, On va te payer, ouais, ça arrange. on va les appeler, ouais. Et puis, ouais, donc pour terminer, on va faire je vais présenter le petit planning de la semaine. Donc on n'a pas énormément de trucs, de toute façon ça va aller vite. On a ce week-end, il y a un congrès Yaboomba qui est en ligne, donc ils ont mis leur programme sur Facebook, donc vous pouvez aller voir. On a aussi l'Inter AVEF, donc qui se déroule toute la semaine prochaine. Tout le monde rigole, donc je pense que je dis AVEF. Comment tu sens la salle? J'aurais tenté. Quoi. Donc voilà, toute la semaine prochaine, c'est des conférences Zoom. Le thème de la semaine, c'est le cheval de l'œuf à l'athlète. Donc voilà, pareil, il faut aller voir. On a esquivé le YABUMBA. Ça, je connais. Ah oui. Et donc jeudi prochain, donc à 19h, il y a une présentation de... Donc ils ont appelé ça présentation de la thèse par Hervé Pouliquin. Donc il va expliquer comment ça se passe, quel est le principe, enfin un peu tout quoi. Donc Le lien sur Zimra. ouais, le lien est sur Zimra, voilà. Et pour la VEF, je sais pas, est-ce qu'on peut trouver les liens? Je sais même pas si c'est ouvert à tous. Alors, normalement, c'est ouvert. En fait, je crois que c'est 5 € je crois, pour participer à la semaine si on n'est pas adhérent. Ok. Faut checker ça. De toute façon, il y a un petit groupe Facebook InterAVEF 2021. Donc, tapez ça sur Facebook, demandez à rejoindre. Ouais, Et puis, ça se fait bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Bon bah super. Donc on arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous, merci à toi Lucas. C'était vraiment hyper intéressant. Puis ça nous tenait à cœur de parler de ce débat actuel ici quoi. Bah merci, c'est cool. J'espère que d'autres vous suivront. Dans ce genre Puis ouais, qui d'initiative. malheureusement commence à passer un peu à la trappe aussi. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu ce genre de choses. Donc non, c'est bien de remettre un petit coup. Et puis on a vraiment tout compris, c'était trop bien. Et puis t'avais amené. Enfin ouais, je précise, t'avais des notes, c'était préparé. Enfin je sais pas si c'était pour. Là, en tout cas t'avais plein de notes, plein de trucs, donc ça fait plaisir. Ouais, c'était bien. C'était super, et puis merci aux intervenants qu'on commence à connaître pour certains, et puis pour d'autres qu'on découvre pour la première fois leur voix. Voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires, partout sur Instagram, suivez-nous, partagez si ça vous plaît, et puis bah, à dans 15 jours. Voilà, bisous. À plus. Salut.